Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des Kings de Sacramento, la Beam Team, après leur série de 7 victoires consécutives qui s'est terminée à Atlanta avant-hier, de l'évolution de Brook Lopez, un des candidats au titre de défenseur de l'année, des Knicks qui se cherchent encore et toujours. On terminera sur la FIBA et la première place historique que viennent d'obtenir les Espagnols, mais aussi de Victor Wembanyama et de l'affaire autour de la vente des matchs de la LNB à la NBA. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Charles. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Et nous sommes, Charlie, rejoints par un nouvel invité, Antoine, fan des Kings de son état. Bienvenue à toi Antoine. Salut Josh, salut Charles, merci de m'accueillir. Eh ben, merci d'être là pour parler des Kings. C'est pas souvent qu'on a envie de parler des Kings finalement. Bien que dans ce podcast, j'ai invité pas mal de fois nos amis de chez Kings, du compte Twitter KingsFR. Je rectifie, c'est pas que c'est pas souvent, c'est qu'on en parle en bien ou moyen bien. Là, si on en parle souvent, mais plutôt quand la draft arrive ou quand il faut faire des previews. C'est exactement ça, ouais. Alors, avant la défaite, dans la nuit de mercredi à jeudi, face à Atlanta, les Kings surfaient sur une série de 7 victoires consécutives, du jamais vu depuis novembre 2004, rien que ça. Et les voilà à la surprise générale, en haut du classement de la conférence Ouest. Ils pourraient même être tout en haut s'ils ne s'étaient pas ratés sur quelques rencontres, ou, certains diront, si l'arbitrage n'en avait pas décidé autrement. Les Kings avaient débuté l'année par 4 défaites. On s'était dit classique pour cette équipe qui affiche un record historique de 16 saisons sans participation en play-off. Être fan de Sacramento relève presque d'un cas clinique, sauf que depuis début novembre, cette équipe est devenue la Beam Team, donc ils affichent la deuxième meilleure attaque de toute la NBA. Leur adresse au tir tutoie les anges. Kevin Huerter et Malik Monk semblent être les meilleures signatures de l'intersaison, toutes franchises confondues. Et surtout, ça c'est mon avis, De'Aaron Fox semble enfin capable de prendre la mesure de son immense talent sur le terrain. Est-ce que c'est tenable ? En vrai, pour l'instant, on s'en contrefiche. Probablement pas, étant donné l'efficacité insolente de ce groupe au tir, un groupe sur lequel personne n'aurait parié en octobre dernier. De'Aaron Fox nous fait-il une Julius Randle ? Peut-être. Et alors, la fanbase des Kings est en feu. Les spectateurs présents au stade mettent le feu lors de tous les matchs à domicile et ça fait plaisir à voir. Et aujourd'hui, perso, je rêve de voir cette équipe en play-off. Antoine, dans quel état d'esprit te situes-tu en tant que fan des Kings ? C'est une bonne question. D'abord, bravo pour ton introduction, parce que ça fait plaisir d'entendre autant de bonnes nouvelles, même des questions comme ça. Le bout à bout auquel on ne croit pas quelque part. Il y a beaucoup de tirés très agréables. Non, mais au final, c'est le fruit d'un travail, je dirais, celui de Monte McNair, qui fait qu'en ce début de saison, l'ambiance est plutôt, chez les fans des Kings, j'entends, plutôt optimiste, parce qu'on voit une équipe qui est fun à voir jouer. Et au-delà d'être fun à voir jouer, elle gagne, elle joue enfin sur les qualités. C'est pas une équipe, ça a jamais été une équipe qui défend beaucoup, c'est toujours pas le cas, mais c'est une équipe qui au moins offensivement est efficace. Et au-delà de ça, on était un petit peu dubitatif en début de saison avec l'arrivée de Mike Brown notamment. Enfin voilà, faire un peu du réchauffé, sans manquer de respect à Mike Brown. Mais au final, voilà, c'est toute cette mentalité. On a l'impression que c'est un mot qui revient tous les ans du côté des Kings, c'est voilà, on veut instaurer un winning spirit, voilà, une culture de la gagne, ce qui est jamais le cas. Et pour le coup, là, cette fois-ci, ça marche pour l'instant et ça se ressent en fait. On voit que Fox a envie de mener cette équipe, et il a été vachement bien entouré. C'est le fruit d'un très bon travail. Monte McNair s'est dit, voilà, j'ai Fox Sabonis, j'ai un All-Star confirmé Sabonis, j'ai un potentiel All-Star qui doit montrer cette année qui peut en être un. Ils shootent pas à 3 points tous les deux, ils défendent pas un copec. Je vais mettre deux shooters à 3 points, Huerter, Monk, et à côté, je vais drafter un petit Keegan Murray, peut-être qu'on en parlera, qui est NBA ready, qui est peut-être pas le plus gros talent. Donc voilà, c'est un bon travail au final du front office qui a été accompagné d'un bon travail du coaching staff, et sur le terrain, ça se voit, il y a un groupe qui vit bien, qui vit très très bien. Et c'est une des rares fois en tant que fan des Kings qu'on se dit je vais jouer par exemple Memphis, je vais jouer Brooklyn et je peux gagner. Ce qui est très rare d'habitude.
Et bien sûr, après, le sentiment d'insécurité où on peut perdre contre n'importe qui, il existe toujours. Ouais. Notamment Le contre traumatisme Détroit est dimanche. toujours là. Ah, mais après 16 ans sans play-off, c'est Tu sûr. m'étonnes. Mais voilà, en gros, ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis quand on voit un peu le groupe, on se rend compte que c'est peut-être pas le plus talentueux de la ligue, mais il est quand même assez profond. Puisque Mike Brown se base sur une rotation de, on va dire, 10-11 joueurs, avec notamment Davion Mitchell qui a un peu de mal, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui jouent, et ils ont tous un petit peu eu l'occasion de montrer ce qu'ils valaient, donc ça prouve qu'il y a une vraie alchimie dans cette équipe. Il y a un vrai groupe, effectivement. Ouais. Même Harrison Barnes n'est pas au meilleur de sa forme, on va dire, mais il fait des bons matchs. En fait, tu vois bien que ça n'a pas trop d'importance. Il y a vraiment un groupe. On a vraiment, enfin, j'ai vraiment l'impression d'assister à la naissance d'un groupe. Alors, est-ce que ça va tenir? C'est ce que je me posais la question dans l'introduction. Je sais pas. On s'en tape pour l'instant. J'ai envie de dire qu'on s'en tape parce que c'est vrai. Pour l'instant, c'est cool de les voir jouer. Toi et moi, on avait parlé rapidement de ça quand on s'était vu l'autre fois. Je t'avais parlé de ce match de Détroit où ils remontent au score et t'as le stade qui est complètement en feu et je t'ai dit à quel point moi j'avais trouvé ça transcendant, quoi. De retrouver cette ambiance si particulière dans le stade des Kings. Charles, comment toi tu vois cette naissance de la Beam Team là? Bah, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé cet été. C'est vraiment Clairement. c'est une des équipes frissons de ce début de saison. Ça joue en attaque, ça joue vraiment bien, c'est plaisant à voir. D'Aaron Fox, c'est absolument génial de voir comment est-ce qu'il s'épanouit, comment Mike Brown a mis en place un système de jeu qui lui convient. Et ce qui est vraiment sympa, en fait, c'est de voir que il y a quelque chose qui est en train de se créer autour de cette équipe. Là, on en parlant bien, mais même au-delà de ça, ce groupe dégage quelque chose d'assez agréable. T'as évoqué le match contre les Pistons, mais au final, ils l'ont gagné, tu vois. Et ça, il y a quelques années, ils l'auraient peut-être pas gagné. Complètement. Une de leurs grandes difficultés était de réussir à s'imposer dans le clutch. D'Aaron Fox était un des joueurs qui arrivait pas du tout à s'en sortir sur les fins de match. D'ailleurs, ça le frustrait énormément. Et là, aujourd'hui, c'est actuellement, enfin, petit échantillon, certes, mais c'est un des joueurs les plus clutch de la ligue pour l'instant. Voilà, Huerter est incroyable. On sait depuis sa Malik draft. Monk, c'est un des favoris pour le 6e homme de l'année, clairement. Voilà, mais Huerter, si tu veux, on sait depuis sa draft que ce mec, c'est un shooter, un très très bon shooter, mais là, il atteint un niveau qui est hallucinant aussi parce qu'il est mis dans de bonnes conditions. Alors, je crois qu'il est quasiment à 50% à 3 points, alors qu'il me semble qu'il prend plus de... Ouais, c'est ça, alors qu'il en prend plus de 7 par match quand même. C'est énorme. Sabonis est très bien dans son rôle, on connaît ses qualités, c'est un intérieur qui est très bon passeur, avec une mentalité collective qui est extrêmement intéressante. T'as cité Keegan Murray. En sortie de banc, effectivement, il y a du matériel, surtout à l'extérieur. Bon, voilà, ça correspond à l'identité. Enfin, on sent que Mike Brown veut mettre en place une vraie identité dans cette équipe. Ça va forcément avoir des limites. Il faut pas s'emballer, mais il faut pas non plus bouder son plaisir devant cette équipe parce que c'est sympa à suivre, quoi. On prend du plaisir et c'est aussi ça une saison régulière en NBA, c'est s'enthousiasmer pour des équipes qui seront certainement pas championnes à la fin de la saison, mais qui nous proposent de l'inattendu et un basket plaisant, vraiment très très plaisant. Ouais, et puis cette histoire de Beam Team, là. Alors la Beam Team, c'est cette espèce de rayon violet. Ils ont même donc désormais installé un espèce de buzzer où à chaque fin de match à domicile, s'ils ont gagné, donc ils tapent sur cette espèce de bouton. Les joueurs sont amenés. Enfin, l'autre fois il y avait Metou, l'autre fois c'était Sabonis. Ils viennent taper sur cette espèce de buzzer pour lancer le rayon dans le ciel qui sort du stade. Et tu vois tout le monde qui est dehors, qui s'excite dans tous les sens. Je trouve ça marrant, en fait. C'est un artifice, hein. C'est moins important que les stats. On pourrait dire en stats, par exemple, ils sont 27e, je crois, en efficacité défensive, mais ils sont 2e en rebond défensif, en termes de ratio de rebond défensif. Cette équipe est vraiment inattendue à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs informations qui paraissent un peu paradoxales, mais pour l'instant, ça gagne. Et voilà, et je suis persuadé que leur adresse va pas forcément tenir. J'ai hâte de voir comment ils vont répondre face à l'adversité quand ça va commencer un peu à baisser en termes de shooting, en termes de pourcentage de réussite. Comment ils vont réagir, quoi. Antoine, tu vois ça comment, toi, la suite, là? Comme vous avez dit, pour l'instant, pas bouder son plaisir. Et voilà, c'est une saison est faite de momentum,
favorables et défavorables. Et c'est sûr que les Kings sont amenés peut-être à baisser dans ce classement. Pour l'instant, ils sont 5e de la conférence Ouest. Ça va être un vrai défi, parce que pour l'instant, comme vous l'avez dit, De'Aaron Fox assume enfin son rôle. Il a trouvé un coach qui a compris, à l'époque, comme Dave Jorger commençait à le comprendre, qu'il fallait le faire courir, qu'il fallait une pace assez élevée, et notamment, et pas seulement en faire un slasher, en faire un meneur, ce qu'il est aussi aujourd'hui. Par contre, voilà, l'intensité va continuer à grimper, parce qu'on est encore un peu dans un début de saison, même si bon, on a quand même bien joué 16-17 matchs, toutes les franchises ont déjà joué 16-17 matchs. Ça va être un vrai défi parce qu'on est encore sur un groupe qui est jeune. Sabonis, c'est un jeune joueur, Fox est un jeune joueur, Monk, Werther, c'est des jeunes joueurs. Enfin, c'est un groupe qui est très jeune. Il y a Harrison Barnes, c'est un peu d'expérience, et Mathieu Dellavedova, mais Mathieu Dellavedova joue pas, où il a joué 6 minutes en moyenne parce qu'il y avait il y avait la blessure de Davion Mitchell. C'est compliqué en fait de se demander comment ça va aller pour les Kings, parce qu'il y a toujours cette crainte que tout s'effondre si les shoots ne rentrent plus, ce qui était le cas les autres années. C'est-à-dire que quand je prends l'exemple de Buddy Hield quand il était là, quand Buddy rentrait ses tirs, tout allait bien, et donc on épuisait ces systèmes-là. Maintenant avec Kevin Werther, c'est pareil, quand il shoot, tout va bien. Si les soirs où ça rentre pas, on continue à s'obstiner et que Mike Brown et même le coaching staff ne trouvent pas les bonnes solutions, ça va être compliqué. C'est là où on va voir le plafond en fait de cette équipe, notamment au coaching, quand voir si Mike Brown peut s'adapter à toutes les équipes, et quand il va tomber par exemple, je pense une question, c'est un peu exagéré, mais s'il tombe sur des Bucks qui vont se dire attends, ils ont une pace rapide, bah nous on va jouer un peu plus de demi-terrain avec un Giannis qui charge. Comment tu t'adaptes, quoi, même si bon, tu peux pas stopper Giannis avec il y a aucun joueur aux Kings qui peut stopper Giannis, mais comment tu vas pouvoir t'adapter? Ça va être un vrai défi. Je pense qu'il va arriver vite. Déjà, la défaite contre Atlanta, elle est prévisible, elle est pas grave, puisqu'il y a un moment, il fallait bien que cette série s'arrête, mais il va falloir maintenant voir comment les Kings reprennent tout de suite de l'avant, et pas, par exemple, enchaîner avec une série de 2, 3, 4 défaites comme ils ont l'habitude de le faire. Oui, alors tu fais bien de dire ça, parce que justement, quand je regarde le calendrier qui attend les Kings... Il y a un bon road trip à venir. Là. C'est un truc... là, il va y avoir, on va dire, un vrai test. C'est-à-dire que l'enthousiasme... C'est pour ça que ce podcast était important, c'est important de le faire maintenant, mais l'enthousiasme peut rapidement redescendre. Je vais faire un listing vite fait des quelques matchs qui attendent les Kings. On va aller jusqu'à mi-décembre. On commence. Il y a Boston qui arrive. Phoenix à domicile. Indiana à domicile. À Los Angeles pour affronter les Clippers. Chicago, Milwaukee, Cleveland, New York, Philadelphie et Toronto. Je ne sais pas comment ils vont sortir de cette série de matchs jusqu'à mi-décembre. Bah surtout que ça va être compliqué. De Milwaukee à Toronto et même à Détroit juste après, c'est un road trip en fait. C'est un enchaînement de 6 matchs à l'extérieur, et ça va nous donner déjà des éléments de réponse très importants. Ouais, qui se terminera à Détroit, t'as raison, qui se terminera à Détroit le 17 décembre. Donc grosse passe à ce moment-là, et on verra bien comment ils s'en sortent. J'ai envie de dire, c'est peut-être le meilleur moment de tester cette équipe. Pour le coaching staff, comme tu dis très justement, Antoine, on va voir comment et les joueurs et le staff va forcément être confronté à des difficultés, et on va voir quelles solutions ils vont réussir à trouver ou pas. J'ai envie de dire, Charles, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, je pense qu'il faudra refaire un point sur leur situation d'ici la fin 2022, début 2023, et à ce moment-là, on aura probablement beaucoup d'éléments de réponse. En fait, quelque part, j'ai presque envie de te dire que le classement, c'est pas le plus important. Oui. Tu vois, ce serait génial qu'ils accrochent les playoffs, ce serait un signe incroyable, mais on est encore très loin. Enfin, il y a encore beaucoup d'éléments que cette équipe doit acquérir pour devenir une équipe capable d'envisager ne serait-ce qu'un premier tour de playoff avec confiance. La maîtrise du rythme, la capacité à s'adapter, surtout la défense, évidemment. Mais voilà, l'important, c'est surtout cette dynamique, être à nouveau pris au sérieux. Voilà, il se passe quelque chose, et il faut pas que cette franchise retombe dans ses travers. Si tu vois le road trip de mi-décembre, dans ce road trip là, tu vas jouer les Bucks, les Cavs, les Sixers et les Raptors. Bon si tu perds ces 4 matchs là, il faut pas tomber dans le catastrophisme, il faut pas s'inquiéter outre mesure.
voilà, le classement 5e à l'Ouest, c'est très bien. C'est aussi parce que certaines équipes qu'on attendait plus haut, et notamment les Warriors et les Wolves et d'autres, ont loupé leur début de saison. Tout ça, ça peut revenir très fort. Donc voilà, il faut faire attention, il faut pas trop s'enflammer. Il faut refaire un point là-dessus dans quelques semaines. Mais pour le moment, voilà, les Kings, c'est une équipe plaisir. Et rien que ça, c'est génial. Et tu parlais du public, c'est génial. Ils ont toujours eu un super incroyables. public. Ah, ils sont incroyables. Mais même dans les mauvaises années, tu sentais que ce public-là, il attendait qu'une étincelle, en fait, quoi. C'est tu vois. Ah oui, toujours. Hein. Le public des Kings a toujours été réputé pour être très chaud. Bien sûr. Ah, puis alors, je vais dire, ça hurle, mais je sais pas, il y a peu de salles, je trouve, où t'as le public qui est à ce point audible. Enfin, c'est assez taré. Antoine, je voulais revenir sur ce que j'ai dit en introduction dans ma comparaison entre Julius Randle et De'Aaron Fox. Pourquoi je me suis permis de faire ce parallèle, c'est que les fans des Knicks le savent très bien. D'ailleurs, les Knicks, on va en parler tout à l'heure, mais Julius Randle, il nous fait une saison 2020-2021 absolument incroyable, où tu as l'impression qu'il a passé un cap, que tout d'un coup, il est en train de... Son nom est en train de popper dans la conversation du MVP. On se dit, what, Julius Randle, c'est pas possible. Et puis il est retombé les pieds sur terre. Voilà, on en est là aujourd'hui avec Randle. On voit bien que c'était quelque part un peu un mirage, quoi. De'Aaron Fox, il est sur des bases jamais vues dans sa carrière. Hein. Là, il est à quasi 40%, bientôt à 3 points. Ce qui est un peu une anomalie. Je crois qu'il y a juste en la saison 2018-2019 où il était à 37%, ce qui avait d'ailleurs suscité pas mal d'enthousiasme à ce moment-là. Moi, c'est là où je me suis dit que ce gars-là était vraiment un joueur qui avait le potentiel de devenir un All-Star, voire une superstar, clairement. Et c'est ce qu'a dit Steve Kerr quand les Warriors ont joué Sacramento. Il a dit, à partir du moment où De'Aaron Fox met ses tirs, il est tellement rapide balle en main, il est tellement efficace dans le jeu en pénétration que en fait, ça devient un problème quasiment insoluble en fait pour notre défense. Est-ce que tu trouves ça abusé, ce parallèle, Antoine, ou est-ce que comment tu le sens, De'Aaron Fox? T'as l'impression qu'il a vraiment passé un cap ou pas? Pas abusé, mais c'est vrai que j'ai toujours eu... je trouve que les gens ont souvent eu une mauvaise image de De'Aaron Fox, à juste titre aussi, puisque il n'a pas démontré autant son potentiel que cette année. Là, c'est même plus du potentiel. Là, je pense que c'est un niveau. Donc, oui, il a passé un cap. Clairement, on sent que c'est un joueur qui il a signé son nouveau contrat. Les Kings lui ont tout donné. Qui a une grosse mentalité. C'est dès sa première année, sa deuxième année. Oui. On peut même dire que le transfert d'Haliburton, c'est un vote de confiance concernant De'Aaron Fox, qui s'avère aujourd'hui être gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, pour Sacramento et Indiana, tout du moins au bout d'une quinzaine de matchs, un peu plus d'une quinzaine de matchs, t'as l'impression que c'est gagnant-gagnant, quoi. Ah, c'est gagnant-gagnant. Pour l'instant, Haliburton fait beaucoup de bien aux Pacers, et Fox est totalement libéré, parce que Haliburton était un profil qui aurait peut-être pu gêner De'Aaron Fox. Et Fox, la paire Fox-Sabonis fonctionne à merveille pour l'instant. Oui, elle marche très très bien. Elle a un peu de mal dans les 2-3 premiers matchs, et après ça s'est réglé tout seul, pardon. Mais non, pour répondre à ta question, je trouve que De'Aaron Fox est vraiment monté en puissance, et c'était très frustrant, notamment l'année dernière, de voir ce joueur, de le voir autant rater ses shoots, de le voir jouer en demi-terrain, de le voir... Enfin, on voyait son potentiel était totalement bridé l'année dernière, que ce soit par Luke Walton et Alvin Gentry. C'est-à-dire que c'est un joueur qui... quand on voit un joueur aussi rapide, quand il débarque dans la ligue, il est un peu comparé à John Wall quand même. Après, on s'est vite rendu compte qu'il fallait pas en faire justement ce que j'ai dit tout à l'heure, un slasher, et développer ses qualités de créateur, de meneur gestionnaire, ce qu'il arrive à faire de mieux en mieux, et que ça sera jamais un athlète comme Ja Morant par exemple en pénétration, même s'il est extrêmement dangereux. Et voilà, c'est un tout. Techniquement, il est en train de montrer ce qu'il sait faire, que c'est vraiment un top meneur. Ça peut être un All-Star. J'ai toujours pensé. Dès son arrivée en tant que rookie, de par en fait sa mentalité, c'est quelqu'un qui est très motivé, très déterminé, et il a toujours dit que jouer à Sacramento c'était quelque chose qui l'attirait, parce qu'il voulait remettre cette franchise sur la carte, hein, clairement, parce que quand on est à Sacramento, c'est pas évident de s'exprimer, et puis la franchise, le côté, c'est là où je suis content que cette année ça se passe bien pour lui et qu'enfin il a le respect qu'il mérite, c'est que quand t'es fan des Kings ou quand t'es joueur des Kings, la réputation de base de ta franchise fait qu'on va te considérer comme nul parce que la franchise a toujours été nulle depuis 15 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'un joueur va toujours être sous-estimé. Et là, cette année, pour le coup, non. Et
On sent que c'est un cap. Après, de là à dire, est-ce que l'année prochaine il sera à plus, on sait pas. Déjà qu'il fasse cette saison-là et qu'il se blesse pas, parce qu'il a tendance à se blesser. Mais là, il est en train d'assumer ce rôle de franchise player qu'on attend depuis quasiment 3 ans. Et il arrive en 2017 dans la ligue, c'est sa 5e saison. Et ça fait 3 ans qu'on l'attend à ce niveau-là, au final, quand même. On pouvait lui accorder le bénéfice du doute pour la première, la deuxième, un petit peu de la troisième. Maintenant, il a prouvé qu'il savait à peu près tout faire. Il faut encore qu'il apprenne à défendre. Mais de toute façon, cette année, il n'a pas le choix. Il a pas le choix au vu de son contrat, au vu de tout ce que la franchise a fait pour lui, puisqu'elle a quand même libéré Tyrese Haliburton, elle a viré des gens pour que lui, maintenant, porte cette franchise. Moi, j'ai toujours cru en ses capacités à De'Aaron Fox. J'aime beaucoup la mentalité qu'il a. J'ai toujours aimé ce que j'ai entendu de lui dans les différentes interviews qu'il a données. Et je me souviens toujours de ce podcast avec Zaglo où il était invité. Et il parlait des chantiers qu'il avait en tête pour progresser, ses lancers francs, son shoot à 3 points. Et Zaglo, l'autre fois, on a parlé rapidement dans un podcast en disant, une fois qu'il était passé dans mon émission, il s'était complètement écroulé au niveau statistique et j'avais mal au cœur pour lui, quoi. Et c'est vrai que l'an dernier, moi, j'étais triste pour De'Aaron Fox parce que on a l'impression que ça voulait pas, quoi, vraiment. Et je trouve que t'as souligné un point très important, Antoine. Tu parlais des anciens coachs, de ses rapports avec les anciens coachs, comment il était utilisé par les anciens coachs. Et c'est peut-être là, quelque part, aussi une des clés pour les Kings cette saison et à l'avenir. Alors, Mike Brown vient d'arriver, mais et Monte McNair, ça fait pas longtemps qu'il est en poste. Mais c'est peut-être ça, aujourd'hui, qu'ont besoin les Kings, c'est de trouver le front office et le coaching staff qui va rester en place et qui va assurer une certaine continuité, que ce soit Mike Brown avec à la tête, enfin sur le banc, et Monte McNair au front office. Charles, t'as pas cette impression-là aussi ? Si, et effectivement, je comprends que la saison dernière, on ait pu avoir des inquiétudes, parce qu'effectivement, c'était la première saison depuis sa draft où il était en régression. Toutes les saisons précédentes, il progressait. Maintenant, effectivement, c'est tout le mérite du coaching staff de mettre en place un système qui lui convient parfaitement. Et voilà, vous avez tout dit. Il progresse, il fait sa meilleure saison au scoring, au shoot, il a jamais autant pris de rebonds, il est extrêmement efficace. Il a vraiment progressé dans beaucoup d'aspects de son jeu, il y a plus de variations, mais il y a peut-être aussi eu un espèce de déclic mental qui s'est fait parce que le collectif autour de lui est plus adapté à ce dont il a besoin, tout simplement. Tout à fait. Et voilà, il faut rappeler que ce mec-là, il va avoir 25 ans à la fin de l'année. Il a encore une énorme marge de progression. Enfin, énorme, je sais pas, mais en tout cas, il a encore une marge de progression. Il y a encore des domaines dans lesquels il peut s'améliorer. Et voilà, il faut espérer que cette saison soit récompensée, soit par des playoffs, par un statut All-Star qui serait tout à fait mérité sur ce qui monte pour le moment, mais ne serait-ce que dans le regard des gens, en fait. Je pense que c'est aussi ça qui est très important quand t'es un joueur des Kings, quoi. Oui, complètement. Antoine, pour terminer sur Sacramento, je voulais savoir, j'ai vu Bill Simmons là, qui a fait un podcast récemment, c'était hier ou avant-hier, et il a notamment cité les Kings parmi potentiellement une équipe qui pourrait jouer sur le marché des transferts d'ici la trade deadline de février. Il s'est amusé à dire, tiens, pourquoi imaginons que Kevin Durant demande son départ des Nets, les Kings, est-ce qu'ils ont les moyens ou non de donner de la monnaie en échange à Brooklyn? Est-ce que tu penses qu'un transfert est envisageable et souhaitable, surtout, pour les Kings? Alors moi, j'avais vu des infos, et comme il y avait eu la rumeur, je crois que c'était les Shams, Charania, qui annonçait que Phoenix était sur plusieurs joueurs, dont Harrison Barnes. Tout à fait. Et du coup, en se renseignant un peu dans les médias locaux, par les insiders locaux, il me semble avoir vu, j'ai vu que la franchise, pour l'instant, était totalement fermée à des discussions de trade, que ce soit pour Harrison Barnes ou d'autres joueurs, pour une raison très simple et une phrase extrêmement bateau que je vais dire, c'est qu'on change pas une équipe qui gagne, ou en l'occurrence une équipe qui marche. Ouais. Ou alors, voilà, pour l'instant, c'est peut-être un petit peu tôt pour changer les choses. On a un effectif jeune, totalement construit, et c'est vrai que tous les ans, depuis 2 ans, on annonce qu'Harrison Barnes est sur le marché, et il part jamais, ou les Kings sont très souvent dans les rumeurs de transfert. Mais pour l'instant, au final, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ils sont pas partis pour changer les choses. La rotation est assez profonde, elle marche assez bien.
si mouvement il doit y avoir, ça va être un mouvement vraiment de fond de roster qui n'apporterait pas grand-chose sur le parquet actuellement. Et au final, ça n'a pas l'air d'être le cas en ce moment. Donc je pense que KD va devoir supporter Kyrie encore un petit moment, malheureusement. Ouais. Assume tes choix pourris, KD. Assume. Et même le roi LeBron, il ne pourra pas rejoindre l'autre royauté. Donc pareil. Ah, ça serait énorme, t'imagines si le roi chez les rois terminé aux Kings, tu sais, avec toute l'histoire, tout le passif qu'il y a entre les Lakers et les Kings, ça serait fou. Voilà, bah écoute, moi j'ai plus qu'à espérer que les Kings nous fassent pas, on en parlait toi et moi tout à l'heure en off, on parlait de cette équipe des Kings de 2014-2015 qui avait commencé l'année 9-6 et qui 2 semaines plus tard, avait viré Michael Malone et avait terminé la saison avec 29 victoires. Voilà, on espère que ça ne se termine pas comme ça cette fois. Une Kings, mais à l'époque, le franchise player, c'était DeMarcus Cousins. Et même malgré tout l'amour que je porte pour DeMarcus Cousins, c'est un peu compliqué. Il a d'ailleurs proposé de revenir, hein, mais je pense que c'est pas la bonne solution. Surtout pas. Hein. Non, c'est très toxique, DeMarcus Cousins et les Kings. Ouais, DeMarcus Cousins tout court, malheureusement, tu as envie de dire... Oh non, il est attachant. Il est attachant, mais bon, on voit bien, même son passage à Denver, apparemment, bon, ça a pas laissé que des bons souvenirs, quoi. Enfin, faut quand même le faire, tu vois. Bon, je sais pas. On verra ça. Merci en tout cas, Antoine, de nous avoir accompagnés. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Et au plaisir de te retrouver. Charles, tu restes avec moi, on va enchaîner tout de suite. Une petite pause vite fait. Et c'est Thomas Berjouan de la FIBA que nous accueillons pour parler d'un petit tremblement de terre dans la hiérarchie du basket mondial, puisque les Espagnols, nos amis espagnols, l'Espagne, est aujourd'hui première du classement FIBA. Et Thomas, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit « Tiens, on pourrait en parler de ça ». Et je t'ai dit « Oui, bien sûr, Thomas ». Quelle drôle d'invitation. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce classement FIBA ? Est-ce que tu peux éclairer ma lanterne sur le pourquoi du comment l'hégémonie américaine n'a plus lieu ? Bien sûr. Bon, bah déjà, je te remercie de cette invitation. Je salue mon camarade également, Charles, qui est là. Salut Thomas. J'espère que vous allez bien. Bon, est-ce que vous avez un doctorat en mathématiques appliquées ? Parce que non. non. Ça va être je vais essayer d'être simple. Donc en fait, le ranking FIBA, mais on a un peu la même chose au niveau football, par exemple, sur la FIFA. C'est un classement qui prend en compte les résultats des 8 dernières années dans les compétitions internationales. Mais c'est pas un classement qui attribue des points. Par exemple, si t'es champion du monde, t'as tant de points. Si t'es deuxième, t'as tant de points, etc. C'est vraiment un classement qui se joue au match par match. C'est-à-dire que chaque match joué va te rapporter des points. Ce qui fait que lissé sur 8 ans, ça donne un peu comme un espèce de championnat, entre guillemets. Tu vois, un classement de championnat, sachant que certains matchs valent plus que d'autres. Parce qu'il y a des coefficients sur les compétitions. Par exemple, la Coupe du Monde vaut plus que par exemple, le championnat des Amériques ou l'Afrobasket. Et sachant que plus le temps passe, c'est-à-dire les résultats les plus récents ont aussi un coefficient supérieur. Voilà, donc ça c'est pour présenter un petit peu la formule magique. La fin de l'hégémonie américaine, bah ouais, ça fait 12 ans avec l'apparition de cette nouvelle formule de ranking que les États-Unis étaient devant. Ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, historiquement, on se rappelle que l'Argentine, à un moment, a été première de ce ranking. Ça correspond à la période, on se rappelle, où les Ricains au championnat du monde, qui s'appelait, avant que la Coupe du Monde s'appelle le championnat du monde, en 2002 à Indianapolis, avait fini 6e. Exact. En 2004, après, ils finissent 3e au JO. C'est l'équipe de Duncan Iverson qui perd quand même 3 matchs sur cette compétition. Et c'est l'équipe de Ginobili, l'Argentine qui s'impose. Exactement. Et puis en 2006, les Ricains, avec LeBron, Melo, ne prennent que le bronze, battu par la Grèce. Donc, c'est un peu la traversée noire du basket américain de sélection qui a donné lieu à Redeem Team. Tout le monde a vu le documentaire. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est mortel. Ouais. Une refonte totale de la manière dont les États-Unis ont abordé les compétitions internationales par la suite. C'est-à-dire qu'ils ont complètement refondu le truc et créé un programme maintenant. Exactement. Un vrai programme en place.
Et aujourd'hui, alors bien sûr, je travaille à la FIBA, tu l'as dit. Là, dans cette discussion, on va dire que je viens m'exprimer en tant qu'individu. Hein, c'est pas le point de vue officiel de la FIBA. Hein, mais on est bien d'accord. Mais par rapport à ce que tu as décrit et qui était très vrai, c'est-à-dire la mise en place d'un programme, on se rappelle qu'ils étaient allés jouer le tournoi des Amériques en 2007 pour se préparer avec la grosse équipe, hein, celle qui était là en 2008, à quelques exceptions près. Kobe était là. Ouais, ce qui n'arrive jamais. Ce qui n'arrive plus. Et ben aujourd'hui, on peut sentir un peu peut-être un flottement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a vraiment un programme comme celui-là? Et en fait, pour être clair, c'est-à-dire que si on prend que les 4 dernières années, l'Espagne est championne du monde en 2019. Les Américains perdent en quart, on s'en rappelle, parce que Cocorico, c'est nous Français qui les avons battus. Ensuite, les Espagnols ont gagné l'Eurobasket, on s'en rappelle, puisque là, on a été battus en finale. Et bon, effectivement, ils perdent en quart au JO, on va dire pour les 3 dernières grosses compétitions sur les 4 dernières années. Puis pendant ce temps-là, les Ricains, donc ils perdent en quart à la Coupe du Monde. Certes, ils gagnent les JO, mais ils finissent 3e à l'Americup cet été. Alors bien sûr, je suis pas en train de te dire que les Américains sont pas sur le papier la plus forte équipe, que c'est pas eux qui ont le plus gros réservoir, etc., etc. Mais il y a un moment, je me rappellerai toujours si tu me donnes le droit de cette petite anecdote, en 2007, à l'Euro 2007, il y a un match incroyable en demi-finale qui est l'Espagne contre la Grèce. L'Espagne gagne, ils battent la Grèce. Et en conférence de presse, le coach Yanakis, qu'on avait vu à Limoges quelques années après, commence par dire, voilà, c'était un formidable match de basket entre les 2 meilleures équipes du monde, etc. Puis il y a un journaliste ricain au premier rang de la conférence de presse qui s'étrangle et qui dit, pardon, les 2 meilleures équipes du monde. Et puis là, Yanakis, il s'arrête, il le regarde et lui dit, l'année dernière, il y a eu une coupe du monde. Et les 2 équipes en finale, c'était l'Espagne et la Grèce. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les 2 meilleures équipes du monde, c'est l'Espagne et la Grèce. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr que les Américains avaient les moyens de gagner l'Americup, mais ils ont envoyé une équipe qui n'était pas à la hauteur du talent, du réservoir. Ah non, ils envoient plus l'équipe A, on va dire, dans ces compétitions-là maintenant. C'est ce qu'ils faisaient en 2007 aussi. C'est ce qui avait ouvert les plus belles pages de Team USA de 2008 et 2012. Là, ils le font pas, ils perdent. Donc après, c'est compliqué quand tu as un ranking FIBA qui se base sur les résultats. Je veux dire, tu peux pas commencer à dire, ah oui, mais alors la France, il y avait pas Gobert dans ce match-là, donc on va attribuer des points différemment. Tu vois ce que je veux dire? C'est une compétition. Bien sûr. Tu la gagnes, t'as le maximum de points. Tu la gagnes pas, et t'es 3e. Et donc en fait, si dans le même temps t'as une équipe comme l'Espagne qui surfe sur une réussite incroyable sur ces dernières années, ils les détrônent. Et dernier point. En fait, je soupçonne la FIBA de faire exprès pour créer l'événement, non? Si c'était ça, ça veut dire qu'on est nul, parce que ça fait 12 ans qu'on attend. Et puis bon, si les Ricains sont champions en 2019 à la World Cup, qui est la compétition qui rapporte le plus de points, bon, il n'y a pas de débat, quoi. Mais simplement, en 2019, et je rappelle, en 2019, c'était quand même une belle équipe, avec 7 All-Stars, en fait, ils perdent contre les Français, et les Français sont pas ceux qui gagnent. Et dernier petit point, qui explique le tiebreaker, c'est que donc il y a un système de qualification pour la nouvelle Coupe du Monde, ce qu'on appelle les Windows. Et en fait, dans les Windows depuis 2017, depuis qu'elles ont été instaurées, l'Espagne, ils ont perdu qu'un seul match, je crois, sur toutes les campagnes. Les 2 campagnes de World Cup et les campagnes pour l'Eurobasket. Et puis les États-Unis, la dernière window, là, ils ont pris 25 points à domicile contre une bonne équipe du Brésil. Alors oui, c'était effectivement l'équipe des États-Unis. T'avais le fils de John Stockton, t'avais quelques... C'est des joueurs de G-League qui composent cette équipe bientôt, quoi. Ouais, t'as Langston Galloway, tu vois, t'as quelques joueurs de NBA, mais effectivement. Donc après, la question, c'est vrai que les États-Unis n'ont pas très bien pris la nouvelle. On a pu voir des réactions de USA Basketball sur Twitter, tu vois, qui disaient, ils ont dit that's cute, un truc comme ça, c'est mignon. Après, l'idéal, ce serait qu'ils soient vexés et puis qu'ils décident d'envoyer à la fois à la Coupe du Monde et puis dans les prochaines compétitions des grosses équipes comme ils l'ont fait en 2008 après une série de défaites, quoi. C'est ce qu'on peut espérer mieux pour le basket mondial, je crois. Mais oui, tout à fait. Je m'excuse pour ce long tunnel. Vas-y. Non, mais la Team USA a remporté la médaille d'or au JO au Japon.
ça a été... c'est une des campagnes les plus difficiles pour la Team USA. Alors, je compte pas dans les dernières compétitions, j'entends bien. Je parle pas des fois où ils ont perdu et que tu as très bien énuméré tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus d'équipes capables de sortir les Américains parce que les Américains n'arrivent pas toujours à construire la meilleure équipe possible en raison multiples raisons, des blessures, des contrats, des clubs qui disent oui, non, et où les joueurs qui veulent se préparer parce que dans leur ils savent très bien où vient l'argent en fait. Les joueurs suivent le salaire. Donc voilà. Donc Charles, c'est quoi ton sentiment par rapport à ce classement FIBA et à ce bouleversement à sa tête? Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est en dépit de la réaction That's Cute, etc., ça s'inscrit quand même dans un mouvement qui est un peu plus vaste, qui est quand même que même en NBA ces dernières années, on voit quand même de plus en plus de joueurs non américains dominés. On sait que ces dernières années, plusieurs joueurs importants et anciens joueurs ont tiré la sonnette d'alarme en évoquant la formation des basketteurs américains, en la comparant notamment avec ce qui se fait en Europe. Donc, sans aller jusqu'à parler de perte de leadership sur le plan mondial pour les États-Unis, parce que ça reste le pays du basket, et d'ailleurs, ils sont, comme vous l'avez dit, champions du olympique en titre, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. C'est quand même une tendance qui pourrait prendre de l'ampleur dans les années à venir, et ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont réagir, et par quoi est-ce que ça va se traduire. C'est clair. Après, je me permets de rebondir sur un truc que tu as dit, Josh, c'est le coup de la meilleure équipe possible. Tu sais, c'est un peu le fantasme, mais évidemment, en basket, on connaît le fantasme de la Dream Team, entre guillemets, quoi. Mais on le voit avec l'équipe de France de foot, là, en ce moment, ils ont pas Benzema. Et en fait, quand tu regardes les rosters, c'est hyper rare qu'une équipe ait sa meilleure équipe possible, quoi. Ça n'arrive pratiquement jamais. Mais après, comme tu l'as dit, la victoire de 5 points face à la France aux Jeux Olympiques est la victoire la plus serrée de l'époque moderne des victoires américaines, en fait, quoi. Et on peut pas non plus occulter le fait qu'ils ont perdu pour la première fois en plus de 20 ans au JO le match d'ouverture, enfin leur match d'ouverture contre la France, encore une fois. Et la France, on s'est rendu compte depuis, on est finaliste à l'Eurobasket, mais avec un parcours un peu miraculeux. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Charles dans le sens où c'était déjà vrai sur les finales olympiques 2008-2012 contre l'Espagne, en dépit du fait que les États-Unis avaient ramené un roster qui était pratiquement le meilleur possible justement. L'écart se resserre et si on ne parle que du secteur intérieur, la volonté de Team USA, entre guillemets, de recruter Joel Embiid, c'est parce qu'ils voient bien qu'au niveau international, comment ils vont défendre sur Giannis, comment ils vont défendre sur ton idole Jokic, comment ils vont devoir faire face à une hypothétique raquette française où tu peux aligner Gobert, Victor Wembanyama, Mustapha Fall, qui leur a posé des problèmes au JO, même s'il joue pas en NBA, aujourd'hui, dans la raquette de Team USA, il y a qui ? Et oui, si tu peux ramener tous les meilleurs arrière-ailiers, d'accord, mais jusqu'à preuve du contraire, l'autre chose qui peut pénaliser Team USA aussi, c'est que tu joues face à des sélections. Alors là, l'Espagne, on a donné un exemple fantastique à l'Eurobasket. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de continuité en fait. De continuité, et notamment les fenêtres internationales ont beaucoup été critiquées, mais en fait, t'as la moitié de l'équipe Espagne championne d'Europe qui joue ensemble depuis 2017, 3-4 fois par an, et d'un coup, tu te retrouves avec, oui, t'as pas une collection de superstars énorme, mais en fait, dans le basket international, où il y a du monde dans la raquette, où les terrains sont plus petits, où c'est des matchs coup près, et les mecs qui ont l'habitude de ça, les mecs qui ont l'habitude de jouer ensemble, les mecs qui ont des équipes qui sont hiérarchisées, etc., comme l'Espagne, mais aussi comme la France le fait très bien, de développer des joueurs, on l'a vu à la dernière fenêtre, autour de Wembanyama, enfin je veux dire, on a vu une défense incroyable, un état d'esprit super. Les États-Unis profitent pas des fenêtres pour essayer de faire ce qu'ils ont pu faire, comme tu le disais, à partir de 2006, 2007, 2008, de reconstruire vraiment un programme. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont moins d'avance sur le pur talent individuel. Dans la raquette, ils vont être dominés par pas mal d'équipes sur quelques individualités. Et en plus, ils ont plus un collectif ou une construction d'équipe et de réflexes et d'état d'esprit, d'habitude de jeu. Disons que ça fait pas mal d'éléments qui vont rendre les prochains matchs internationaux où Team USA sera super intéressant, quoi.
Charlie, tu y penses à une raquette Embiid, Gobert, Wembanyama pour le prochain championnat du monde ou éventuellement les Jeux Olympiques de Paris en 2024 ou pas du tout? Oui, j'y pense parce qu'évidemment, depuis qu'on a su que c'était une possibilité, c'est forcément hyper intriguant. Enfin, on parle d'un joueur qui est tellement dominant en NBA, calibre MVP depuis plusieurs saisons. Il évolue à un niveau qui est phénoménal. Moi, sur le principe, si c'est un one-shot juste pour les JO, je trouverais ça un peu dommage, mais en même temps... Je suis absolument d'accord. Ouais. Oui, mais en même temps, on connaît la situation d'Embiid. C'est difficile de croire qu'il puisse en être autrement. Les Sixers vont pas vouloir le libérer pour des euros, même pour des mondiaux. Je sais pas très bien comment ça va se passer. C'est un joueur qui est très fragile. Voilà, tu vois, c'est hyper compliqué. C'est une réflexion sur le long cours. Voilà, là, en même temps, c'est ce que je te dis à l'instant T. N'empêche que si en 2024, il nous rapporte une médaille d'or à domicile, bah, je vais juste faire la fête, tu vois. Donc voilà, écoute, c'est un sujet qui est compliqué. Embiid, on sait que voilà, tout le monde le veut, quoi, parce que quelle que soit l'équipe dans laquelle il sera, bah, il va être monstrueux, incontournable et dominant. Boris Dio a donné une interview au site du Parisien, justement, on l'a questionné là-dessus, parce que Joel Embiid a fait l'acquisition également de la nationalité américaine il n'y a pas longtemps, et Boris Dio avait l'air de dire que c'était purement d'un point de vue pratique, et que apparemment Joel Embiid, il est en contact avec lui, et que pour le moment, il n'y a pas de signe qui dit je vais plutôt choisir me rendre disponible pour la Team USA que pour l'équipe de France, quoi. Manifestement, le choix de devenir français pour intégrer l'équipe de France était quelque chose de réfléchi. Bon, maintenant, j'attends de voir avant de le croire. Comment ça va se passer avec les Sixers? Il y a tellement d'obstacles à passer. Pour l'instant, ça me semble totalement hypothétique. Mais voilà. Thomas, toi, ça te plaît, cette idée de Joel Embiid en équipe de France ou pas? Si c'est une possibilité concrète qui arrive. Encore une fois, je parle qu'à titre perso. Hein. Bien sûr. Moi, ce qui m'aurait plu vraiment, c'était que ça aurait été que Embiid et Siakam et tous les meilleurs basketteurs camerounais participent au qualif et fassent de cette équipe du Cameroun une équipe, tu vois, top 8 mondiale, peut-être même au-delà. Après, ça c'est ce que c'est ce que j'aurais trouvé super. Tu vois par exemple ce que fait Markkanen avec la Finlande, je trouve ça fabuleux, quoi. C'est-à-dire que il vient sur les fenêtres pour lesquelles il est disponible, c'est-à-dire l'été, mais en fait sur un cycle de Coupe du Monde, tu peux quand même en faire, à mon avis, 3, peut-être même 4. Ça veut dire que si tu viens sur ces matchs-là, franchement, Embiid dans les qualifs de la zone Afrique, ça veut dire que tous les matchs dans lesquels il apparaît, donc on va dire 6 ou 7, ils sont déjà gagnés. Ça veut dire que tu peux structurer, ça veut dire qu'autour de lui, il te reste 1 ou 2 matchs à gagner et encore sur les 5 qui restent pour te qualifier. Et après, t'es à la Coupe du Monde. Mais bon, c'est un joueur fragile, c'est un joueur qui malheureusement a pas la culture de cette équipe nationale, etc., etc. Donc voilà, c'est dommage. Après, je me mets à la place de Vincent Collet. Si on te dit, en fait, tu peux le sélectionner, lui, ton job, c'est de le sélectionner, quoi. C'est le job d'un sélectionneur, c'est d'avoir la meilleure équipe possible. Après, les règles, le FIBA au niveau des naturalisés sont très strictes, hein, dans le sens où il y a un naturalisé par équipe, pas plus. On se rappelle qu'au hand, on a vu une équipe du Qatar où il n'y avait pas un Qatari sur le terrain en finale du dernier mondial de hand, je crois. Bon, alors, il y a un naturalisé et en fait, c'est pas à la FIBA de décider qui a un passeport français. Si l'État français file un passeport à Embiid, so be it. Après, franchement, moi, j'y croirais le jour où je le verrai à l'échauffement, hein, parce que entre sa fragilité, le fait que en plus en équipe de France, tu vois, les prépas sont quand même sérieuses, il y a une culture, etc. C'est sûr que sur le talent, ça fait fantasmer. Il y a plein de choses qui sont hyper alléchantes. Je sais pas si c'est un mariage ultra évident pour l'instant. Et puis avec l'arrivée de Wembanyama, j'ai l'impression que t'as potentiellement, alors c'est toujours pareil s'il n'y a pas de blessure, etc. Mais aligner Victor et Rudy en 4 et 5, c'est déjà faramineux, quoi, je trouve. Ouais, c'est dingue déjà. Donc après, si t'ajoutes Embiid, c'est sûr que ça devient monstrueux, mais est-ce qu'on le verra? Franchement, j'en sais rien.
Ouais. Pour terminer, je voulais avoir ton sentiment, Thomas, sur la nouvelle là, qui est sortie. C'est l'AFP qui a sorti l'information, il me semble. Comme quoi, donc, la LNB avait vendu les droits donc, de diffusion du championnat. Moi, je m'étais enthousiasmé par cette nouvelle. Je me suis dit, tiens, c'est marrant que la NBA demande de diffuser des matchs du championnat français parce qu'il y a Victor Wembanyama, futur numéro 1 de la draft. Et on a appris que le montant payé par la NBA, enfin demandé par la LNB, était de 133 000 €. Et moi, j'ai trouvé ça complètement fou, cette info. Et là, maintenant, il y a une espèce de guerre entre les instances françaises, les clubs et tout ça, où certains clubs demandent à récupérer une partie de l'argent. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais quand tu as vu ce chiffre sortir, ça t'a procuré quoi comme sentiment? Parce que moi, personnellement, j'ai trouvé ça absolument dingue que ça soit négocié à ce tarif-là, quoi. Franchement, c'est difficile de, comment dire, je pense que c'est dur de juger une négo si on n'est pas à l'intérieur. Ouais. Ce que je sais, c'est que, enfin, ce sont des infos publiques, mais pour peut-être resituer un peu le contexte, c'est-à-dire que c'est devenu, depuis le Covid, extrêmement difficile de vendre des droits télé en France pour le sport, pour le basket en particulier. Mais je sais plus, il y a un an, j'avais vu passer que les droits télé pour les matchs de l'équipe de France de foot, pour la première fois depuis je sais pas combien de temps, se vendaient moins cher qu'avant. Donc déjà, on a une tendance de fond où vendre des droits télé, pour le sport, c'est devenu beaucoup plus compliqué. En France, avant, la LNB avait un contrat de 10 millions par an avec RMC. Contrat qui a été mis entre parenthèses au moment de la saison du Covid, et puis depuis la LNB a pas trouvé de broadcaster qui était prêt à payer pour ses droits. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ça fait 2 ans et demi qu'il y a 0 de droit télé en France pour le basket, et on a vu aussi que même les compétitions européennes, avant l'arrivée de Squeak, ouais c'est ça, mais qui est financé par le sponsor de Monaco qui investit beaucoup. Bref, je sais pas quel est le montant tu vois, de ce qui est vraiment donné par ce nouvel acteur broadcaster. Bref, ça fait 2 ou 3 ans qu'il n'y a pas de droits télé de basket qui se vendent en France, quoi, à l'exception des droits de l'équipe de France, je pense, et à quelques exceptions près. La Basketball Champions League, gérée par la FIBA, a pas trouvé de broadcaster en France. Donc peut-être que quand la NBA est arrivée, j'imagine que même si on sait qu'ils ont énormément de moyens, ils sont pas disposés non plus à jeter l'argent par les fenêtres, et je pense qu'en négociation ils sont pas faciles. Donc c'est vrai que le montant paraît très faible, mais en fait, tu sais, dans une négo, qui a le pouvoir, quoi, en fait. Ouais, tu fais bien de le rappeler. Tu vois, j'ai bien fait de te poser la question. Je veux dire, qui d'autre allait acheter les droits du championnat? Tu nous offres une explication. Mais c'est hallucinant quand même qu'on arrive. Enfin, on a quand même un championnat de France dans lequel il y a des joueurs comme Okobo, De Colo, Mike James, Wembanyama. C'est dingue quand même qu'on n'arrive pas à vendre ses droits. Je trouve que je trouve ça vraiment fou, en fait. Les difficultés qu'on a à valoriser notre championnat national. J'ai vraiment du mal à comprendre ça. C'est ce que dit Thomas. Ils sont tellement à genoux. Ouais, bah oui. Que effectivement, ils ont. Alors, je sais pas, hein, je veux dire, je suis pas dans le secret de la négo. C'est une hypothèse. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que au niveau de la production d'images, c'est quand même, c'était, enfin, tu vois, les matchs n'étaient pas produits, en fait. C'était du key motion, c'était des caméras. Je sais, ouais. Non, mais la situation est absolument hallucinante, la vérité. Moi, je suis fan de NBA, tu vois, je suis pas les compétitions européennes et encore moins la LNB, mais je trouve, enfin, moi qui, quand dans ma jeunesse, j'ai regardé beaucoup de matchs du championnat de France parce que c'était diffusé sur France Télévisions, sur FR3 à l'époque. Ouais. Oui, je suis pas tout jeune. Voilà, effectivement, je suis comme Charles, je trouve ça dingue que malgré la qualité de certaines équipes, de certains joueurs qui se trouvent dans ce championnat, on en soit là, quoi. Je trouve qu'on devrait être hyper alerté par ça, quand même. Mais en plus, on dirait même que la LNB a jamais été, entre guillemets, aussi hype que ces dernières années, quoi, avec Tony Parker qui a investi, avec... Tout à fait.
je trouve ça vraiment difficile à comprendre, quoi. Bah, après, c'est ce que je disais un peu en introduction, c'est-à-dire que, les droits sportifs en France sont de plus en plus durs à vendre, mais tu vois, à partir du moment où ça touche l'équipe de France de foot, je veux dire, Ouais, bah oui, c'est clair. Hein. ça touche tout le monde. Et en basket, on se rend compte que c'est très difficile. Il faudrait parler à Pascal Legendre, qui connaît le sujet par cœur depuis 30 ans, sur la situation du basket et la télé en France. Mais voilà, ça fait 15 ou 20 ans que on va dire le basket change très régulièrement on va dire de diffuseur, donc c'est difficile de créer des habitudes, une culture. Les audiences sont pour la Ligue nationale de basket ce qu'elles sont. On a du mal à fidéliser un public, mais effectivement, alors que la Ligue nationale de basket, globalement, quand on voit l'état de santé des clubs, l'attractivité qu'ils ont, ils montent en puissance. Et même si on laisse de côté Monaco et l'Asvel, qui sont des locomotives qui sont propulsées de façon un petit peu exceptionnelle, on va dire, un par l'équipe autour de Tony Parker et deux par un mécène, sur le modèle qu'on retrouve dans le basket européen avec des mécènes. L'économie moyenne des clubs français, leur santé, leur développement et tout est vachement positif, quoi. Mais la situation de l'exposition télé et de vendre des droits télé pour du basket en France, c'est super compliqué. Et je crois qu'en fait, si tu veux, un phénomène comme Wemby, qui fait tout exploser, que ce soit sur le terrain, que ce soit le tanking en NBA, enfin bref, tu vois, il passe au révélateur, il fait passer tout son écosystème au révélateur. Et là, d'un coup, je veux dire, personne paierait 150 000 balles pour voir les matchs d'un club de basket français. En fait, c'est ça la réalité. C'est que ça nous paraît peu, mais personne le ferait. Et la NBA, pour eux, c'est que dalle. Donc, ils peuvent les mettre parce que ça leur permet de faire du contenu et de commencer à faire mousser le prospect le plus attendu des 20 dernières années. Mais ouais, si tu veux, c'est quand la NBA vient se pencher sur le berceau du basket français, on se rend compte de la disparité de puissance économique entre les deux univers. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Et au milieu, tu as un espèce de géant avec des bottes de 7 lieues qui, lui fait... Mais tu sais, c'est une problématique aussi pour le club de Boulogne. C'est-à-dire que là, ils pourraient jouer tous leurs matchs dans des arénas de 15 000, ils les rempliraient. Mais en fait, il faut réserver à l'avance, il faut avoir un staff pour remplir, et puis tu fais ça un an, puis l'année prochaine, il est pas... Voilà. C'est des infrastructures, mais bien sûr, il y a toute la partie qu'on devine pas. Donc voilà. Merci beaucoup Thomas de nous avoir accompagnés sur ce sujet. Ben non, merci à vous, c'est cool. Toujours un bonheur de t'avoir. C'était très intéressant. Ouais. Carrément. Et à très bientôt. Hein. On se refait ça. Tu viendras nous parler de ce que vous voulez. De Stéphane Curie. Ouais, c'est moi qui décide des sujets, bordel. Ouais, je sais. À bientôt, Thomas. Je t'embrasse. Salut. Charles, nous terminons ce podcast tous les deux après les passages d'Antoine et de Thomas. Je te propose de terminer sur deux sujets, les Knicks de New York et Brook Lopez. On va commencer par les Knicks qui viennent de sortir miraculeusement avec un record de 3 victoires et 2 défaites d'un voyage sur la côte ouest pour remonter à 9 victoires, 9 défaites. Ils sont à l'équilibre. Donc on peut dire, ça c'est un peu le verre plein, tu vois. Oui, tout à fait. Mais moi, ce que je vois pour l'instant dans ce début de saison des Knicks, c'est qu'il y a quand même plusieurs indicateurs qui sont, pour moi, un peu dans le rouge, quoi. 23e défense de la Ligue, 18e attaque. L'adresse au tir est extrêmement problématique pour l'instant. Ils se font éventrer dès qu'ils perdent le ballon. L'énergie des joueurs sur le terrain n'est pas toujours au rendez-vous. En tout cas, c'est mon sentiment. On notera, pour le coup, que Tom Thibodeau ne fait pas jouer ses meilleurs joueurs des minutes folles. Oui. Mais très franchement, quand je vois Julius Randle et RJ Barrett en ce moment, il y a un vrai sentiment de déception qui m'habite. Ouais, alors les deux, c'est deux cas qui sont assez différents. C'est-à-dire que moi, effectivement, la vraie déception pour moi, c'est Barrett, dont évidemment on attendait plus. Mais oui, voilà, tu l'as dit, New York, c'est une équipe moyenne, quoi. C'est vraiment une équipe moyenne. Je trouve que
je vais être un peu dur alors que j'ai rien du tout contre cette équipe ni contre cette franchise, mais honnêtement, c'est parfois même un peu pénible à regarder. Offensivement, c'est laborieux. Alors, Thibodeau essaye de trouver des solutions. Il a changé ses rotations, notamment au détriment d'Evan Fournier. Jalen Brunson, très bonne recrue. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a rien à dire sur la qualité intrinsèque de ce joueur. Ouais. Mais collectivement, ça ne prend pas. Non, ça prend pas. Et ouais, c'est en demi-teinte. Alors, c'est pas catastrophique, hein, tu l'as dit. Le bilan est à l'équilibre. Voilà, c'est ça, ouais. C'est pas horrible. Enfin, d'un pur point de vue de résultat, c'est pas vraiment horrible, mais voilà, c'est pas convaincant. RJ Barrett, à la limite, si RJ Barrett faisait une grosse saison individuellement, il pourrait profiter de cette espèce de marasme pour s'imposer comme étant le patron de l'équipe, mais comme il répond pas présent, c'est même pas trop le cas. Du coup, on a même un peu l'impression qu'on sait pas trop vers qui se tourner. Il y a pas de vrai patron sur le parquet. On voit bien que Brunson, Randle et Barrett sont censés être les patrons de cette équipe, mais en réalité, on n'a pas l'impression qu'il y a une vraie hiérarchie qui se dégage. Pourtant, contractuellement, c'est ça. Hein. Contractuellement, Brunson, Randle et Barrett, ainsi que Mitchell Robinson, qui a un contrat d'ailleurs très étonnant parce qu'il est dégressif. Il est payé 17 millions cette saison. Ce sera ensuite 15,6, 14,3 pour finir en 2025-2026 avec un contrat à un poil en dessous de 13 millions par la saison. Clairement, la triplette, enfin la triplette Brunson, Randle, Barrett, c'est l'avenir de ce club aujourd'hui. Et j'ai du mal à croire que ça aille quelque part de concret. Enfin, je vois pas où ça va en fait. Si Randle ne retrouve pas le niveau qu'il a affiché pendant la saison 2020-2021, mais ça n'arrivera pas. Et ça n'arrivera pas, on est d'accord. À un moment, on va pas tu vois. Et si RJ Barrett qui n'a que 22 ans, on est d'accord, mais il y a un moment, il va falloir, je sais pas, il va falloir qu'il montre quelque chose de beaucoup plus concret. Est-ce qu'il est à ce point mal utilisé au Knicks ? Est-ce que c'est ça l'explication concernant RJ Barrett ? Moi, je le crois sincèrement. Moi, je reste très fan d'RJ Barrett. Je continue tout à fait à croire en lui. Moi, voilà, c'est le principal problème que j'ai avec cette équipe, sans revenir encore sur Julius Randle, parce que Julius Randle, on peut reparler à foison de cette saison 2020-2021. Enfin, ça fait quasiment 10 ans qu'il est en NBA. Julius Randle, c'est arrivé une fois. C'était une contracture exceptionnelle. Bon, on est d'accord. Voilà, il faut arrêter. Cette saison ne peut pas masquer la forêt tout le temps. Combien de temps ça va durer ? Donc, passons à autre chose. Et effectivement, voilà, moi, le problème que j'ai avec cette équipe, c'est notamment Thibodeau. Je suis vraiment pas convaincu par son coaching. Je trouve que c'est très laborieux offensivement. Et je pense que les difficultés d'RJ Barrett, je pense que c'est pas anodin. Et ça m'embête de voir ça, parce que on va pas aller jusqu'à dire que son talent est gâché. Il a évidemment une part de responsabilité sur son début de saison très laborieux. Mais n'empêche que j'aimerais quand même bien le voir avec un autre coach, dans un autre système. Bon, voilà, après, pour décharger un peu Thibodeau et revenir un peu plus sur Randle, parce que c'est vrai que je trouve que c'est quand même beaucoup ces deux mecs-là qui sont un peu responsables de cette attaque compliquée. Construire des schémas offensifs avec un joueur comme Julius Randle qui aime avoir le ballon dans les mains, c'est pas simple. Et mais bon, voilà, ça c'est une donnée qu'on connaît depuis toujours. On connaît ses limites depuis très longtemps, et cette saison 2020-2021, on dirait qu'elle a eu pour conséquence, enfin voilà, la franchise et le coaching staff lui confient beaucoup trop de responsabilités offensives. Il a une place qui est trop importante dans l'attaque des Knicks, quoi. Moi, quand je le vois sur le terrain, moi c'est plus défensivement que j'ai un problème avec Julius Randle pour le coup. Ouais, mais ça... Ouais, ça, on va dire, c'est moins surprenant, mais c'est une donnée de base, quoi. Mais sa façon de se tenir sur le terrain. Défensivement, ça va pas du tout. Enfin, je veux dire, t'as plusieurs vidéos qui sortent sur les sites de fans des Knicks où tu vois Randle qui, je veux dire, le mec, t'as l'impression qu'il fait acte de présence sur le terrain, quoi. Ouais. Et qu'il est jamais vraiment en position comme il faut. Il est parfois surpris par les tirs qui sont ratés. Je sais pas, je suis très... Enfin, je reste énormément sur ma faim le concernant. Comme tu dis, c'était dur de se faire des illusions le concernant. Mais bon, le gars, il a 27 ans. C'est ça ? Est-ce qu'il... Ouais, je crois que c'est ça. Attends, je vérifie. Ouais, ça doit être ça, ouais. Oui, c'est ça. 27 ans. Il y a un moment, là, va rentrer dans son prime.
je suis pas du genre à dire ce joueur-là c'est mort, mais pas à cet âge-là tout du moins. Mais là, du côté de New York, en tout cas, il fait clairement pas partie des bonnes nouvelles, quoi. Et toi, Jalen Brunson, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Obi Toppin, Jericho Sims, pour moi, c'est des vraies trouvailles dans cet effectif. Emmanuel Quickley et Cam Reddish, ils font ce qu'ils peuvent. Défensivement, ça tient la route. Quickley, il pourrait bouger. Hein. Oui, non, mais il y a un moment, c'est ce que j'allais te dire. Qui est transférable dans cette équipe? Parce qu'Evan Fournier, là, ils sont en train de saccager sa valeur sur le marché. Clairement, alors qu'il est à 2 doigts de sortir de la rotation, le gars, il joue bientôt plus, quoi. Ah bah, il joue plus. Derrick Rose, là, ça sent quand même la fin de carrière plus que jamais, bien que, voilà, on peut mais de toute façon, là-dessus, mais... Même si tu pars du principe que Fournier, Rose et Quickley peuvent bouger, ce qui a quand même été beaucoup évoqué, Shams Charania, je crois, a été assez clair sur le sujet, mais est-ce que ça pourrait suffire pour monter un trade qui pourrait leur permettre de changer de braquet et viser mieux? J'ai du mal à y croire, quoi. J'ai vraiment, en fait, j'arrive pas du tout à imaginer un scénario qui permettrait à cette franchise aujourd'hui de viser mieux que les places 7 à 10, quoi. Et encore, 7 à 10 en étant optimiste. Bah ouais, en étant optimiste, parce qu'il suffirait qu'il y ait une ou deux blessures, tu vois, qu'il y a un déclic dans le mauvais sens, que quelque chose se passe mal pour que ça dégringole un peu plus. Tu vois, on parlait des Kings alors, équipe feel good. Les Knicks, pendant cette saison 2020-2021, étaient cette équipe-là, quelque part. Cette qualification en play-off, cette sortie au premier tour face à Atlanta, vraiment la désillusion. Puis c'est là que Randle a commencé à retourner un petit peu dans ses travers, enfin, du moins à montrer le visage qui est le sien. Voilà, là, New York, je voulais en parler parce que c'est une équipe qui, quand même, aujourd'hui, c'est typiquement pour moi l'équipe qui est condamnée à rester dans le ventre mou de la conférence Est, sauf miracle, à savoir, soit ils trouvent un repreneur pour Randle, enfin, je veux dire, il y a une reconstruction qui se lance pour essayer d'embrasser la carrière d'RJ Barrett qui, lui, a 22 ans. Et tu gardes Jalen Brunson dans l'équation parce que de toute façon, contractuellement, il est chez toi. Mais Julius Randle, qui va en vouloir aujourd'hui? Surtout qu'apparemment, les Knicks ne veulent pas du tout inclure de choix de draft dans des trades pour faire partir des joueurs. Et pourtant, ça nous plairait bien, parce que moi, si je t'avoue, si on pouvait me promettre un futur où Wembanyama ne sera pas drafté par les Knicks, ça m'irait très bien, tu vois. Ah bah ouais, j'aimerais beaucoup aussi, ouais. Et puis là, on parle de Knicks qui sont à l'équilibre 9-9, je te le donne en 1000. Les prochains adversaires des Knicks, c'est Portland, Memphis, Milwaukee, Dallas, Cleveland et Atlanta. Donc autant dire que la descente aux enfers, elle peut être, ça peut venir très rapidement, quoi. Ouais, voilà, moi je trouve que c'est un peu difficile. Enfin, tu vois, en tant que fan NBA, moi j'aimerais bien avoir cette franchise, avoir une ambition supérieure, quoi. En fait, je trouve ça très frustrant, cette impression qu'ils se contenteraient de jouer le play-in, quoi. Charles, tu te rends compte quand même que c'est une équipe qui était à 2 doigts d'avoir Donovan Mitchell dans son équipe? Ouais. Et qu'ils étaient là en train de pinailler parce que Quentin Grimes, c'était l'avenir et qu'ils ne voulaient pas y toucher, quoi. C'est beaucoup plus complexe que ça. Les fans des Knicks peuvent me hurler dessus en disant « Ouais, c'est un résumé faussé. » Oui, je simplifie à mort le truc. Mais n'empêche que... Mais ouais. Ils étaient clairement en tête pour récupérer Donovan Mitchell et ça s'est pas passé comme ça et nous voilà dans cette situation, quoi. Où vont les Knicks? Pour le coup, pour moi, c'est un gros point d'interrogation et je vois pas le truc bien se passer pour l'instant, clairement. Ah oui, non, moi non plus. Je vois pas un scénario où les choses s'arrangent, quoi. C'est clair. On va terminer ce podcast. On va parler de Brook Lopez. Je voulais te parler de Brook Lopez. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une des trajectoires les plus fascinantes ces dernières saisons. Il y a eu un portrait là enfin un portrait. Il y a eu un article qui est sorti sur The Athletic où tu as George Hill, Drew Holiday, Giannis Antetokounmpo, Budenholzer qui tous disent que selon eux, c'est anormal que Brook Lopez ne soit pas dans la conversation du défenseur de l'année, mérite de l'être. C'est clair. Et je suis absolument d'accord avec ça.
il aurait déjà dû faire partie des équipes top défense de la NBA, bien qu'il ait un poste qui est compliqué, parce que voilà, tu as un mec qui s'appelle Rudy Gobert qui est également pivot. Ouais, mais effectivement, moi j'ai regardé, dans sa carrière, ce mec-là n'a qu'une seule nomination dans une All Defensive Team, c'est la deuxième en 2020. La deuxième, enfin, ouais, c'est hallucinant. C'est assez hallucinant, ouais. Et voilà, et quand tu vois le début de... Ce gars-là a été choisi au 10e choix de la draft en 2008 par les Nets. Au départ, quand il arrive en NBA, il shoot quasiment jamais à 3 points, il joue en post-up, dos au panier. Au fil des années, ça a beaucoup évolué. C'est en 2017, j'ai regardé, lors de sa dernière année à Brooklyn, avant son transfert aux Lakers, qu'il commence à vraiment prendre des tirs à 3 points. Et ça va aller crescendo. Quand il arrive au Bucks pendant la saison de 2017-2018, depuis qu'il est arrivé là-bas, il alterne entre 6 et 4 tentatives à 3 points par match, entre 31 et 39% de réussite au tir. Cette saison, il est à plus de 6 tirs et il est à 39,3% à 3 points. C'est la tour de contrôle de la meilleure défense de la ligue actuellement. Et Milwaukee, depuis ces dernières saisons, est constamment dans le top des défenses de la NBA. Bah, sauf quand il a été blessé l'année dernière, quoi. Voilà. C'est un mec qui a une capacité à défendre en drop coverage sur les pick and roll qui est c'est un modèle hallucinante. Et c'est Budenholzer qui le dit. Et quand tu regardes les matchs des Bucks, ça saute aux yeux. Son intelligence dans ses déplacements, dans sa façon de gêner le défenseur dont il a la responsabilité et le porteur de balle et ainsi de suite, et sa façon d'être très complémentaire de Giannis Antetokounmpo, et pas parce que son jeu est comme ça, c'est aussi parce que tu vois qu'il fait un effort conscient pour gérer cette complémentarité. Voilà, je voulais tirer un coup de chapeau à Brook Lopez, parce que être un joueur post-up et être aujourd'hui un des meilleurs big man qui est capable de défendre sur Joel Embiid et d'être une option à 3 points absolument convaincante, j'arrive pas à trouver de joueur qui a une trajectoire pareille dans sa carrière, quoi. Tu te rends compte que quand ce mec-là, il quitte les Lakers en 2018, il arrive à Milwaukee pour un salaire, je crois, de genre 3 ou 4 millions par an. Ouais. Et là, cette année, il touche moins de 15 millions. Quand on voit tout ce qu'il apporte, c'est dingue. On va pas le faire parce que ce serait méchant, mais il y a une liste d'intérieurs qui touche beaucoup plus pour un apport bien moins important, qui est sacrément important. Ouais, moi je suis fan, quoi. Je suis vraiment fan de beaucoup de choses chez ce mec-là. Sa lecture des timings, sa capacité à contester les tirs, à s'adapter à l'attaque adverse. Défensivement, il est incroyable. Offensivement, son évolution a été folle. C'est dingue. Là, il est sur les bases de sa meilleure carrière en termes d'adresse à 3 points. Il a une mentalité... ce mec-là, il a 34 ans, mais avec la mentalité qu'il a, il peut encore durer dans cette ligue. Il continue à bosser, il continue à apprendre. Il a expliqué récemment qu'il avait énormément travaillé sur son shoot cet été pour être une menace plus importante, etc. Enfin, voilà, cette équipe, elle lui convient parfaitement, et lui, il convient parfaitement à cette équipe. Si les Bucks sont préservés par les blessures, et notamment, si lui arrive à rester en bonne santé, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Qu'est-ce que tu veux faire face à une équipe qui défend avec Giannis, Brook Lopez, Jrue Holiday, Chris Middleton, pour ne citer que, quoi? Et ouais, bah écoute, je trouve ça génial qu'on en parle un peu, parce que c'est vraiment un mec qui est méconnu par rapport à ce qu'il apporte, tu vois. C'est un de ces joueurs qui est capital pour son équipe, et je le redis, on a vu l'année dernière, quand il n'était pas là, à quel point sa présence impacte la défense des Bucks. Voilà, vive Brook Lopez, vive la défense des Bucks, et j'espère qu'on les retrouvera tous en pleine forme en play-off, et j'espère aussi que c'est pas la dernière saison, parce qu'il me semble qu'il est sur sa dernière année de contrat. Et ce mec-là, il est trop important, il est trop intelligent, il a tout pour durer, quoi. Je vois pas comment les Bucks tapent pas dans la luxury tax pour signer ce gars-là. Ça, c'est clair. Mais voilà, le coup de projecteur est important, parce que c'est typiquement le genre de joueur qui démontre qu'il n'y a pas de fatalité par rapport à l'évolution du jeu et des joueurs qui sont au sein de la ligue. On peut toujours dire, enfin, après, peut-être pas tous les joueurs ont cette capacité-là, mais Brook Lopez, en tout cas, c'est vraiment... Il faut se pencher sur sa carrière, il faut regarder son évolution. Tout à fait. Je trouve ça admirable, le boulot qu'il a produit pour en arriver là, et pour
Et voilà, il a une bague aujourd'hui avec les Bucks. Et les Bucks, c'est la meilleure défense de la NBA aujourd'hui. Les seconds, ce sont les Clippers. La différence entre la meilleure défense, donc des Bucks, et les Clippers, c'est la même qu'il existe entre les Clippers et les 7e qui sont les Lakers. C'est dingue. Donc là, aujourd'hui, la défense des Bucks, malgré toutes les absences qu'il y a eu depuis le début de la saison et toutes les petites blessures qui ont empêché Giannis, Drew, des fois d'être dans l'effectif, malgré cela, les Bucks sont caracole en tête du classement de la meilleure défense NBA. Et le moment où tu as Chris Middleton qui revient dans cette équation, mais les Bucks, pour aller les chercher dans la conférence Est, Boston sont très très forts. Boston, ils doivent récupérer Robert Williams. Mais franchement, il va falloir aller les chercher, mais il va falloir se très tôt. Oh oui, non, c'est clair. Et vraiment, si lire en anglais ne vous pose pas de problème, allez voir l'article de The Athletic parce qu'il est vraiment bien et que personne ne parle mieux de Brook Lopez que ses coéquipiers. Ouais, c'est un bel hommage en tout cas. Moi, ça m'a fait plaisir de dire ça. Ouais. Merci Charlie de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Merci à toi. Un plaisir comme toujours. Yes. Et puis, chers auditeurs, on se retrouve. Toi, Charlie, je te retrouve la semaine prochaine, logiquement. Si tu ne fais pas faux bon. Ouais. Et hop, confirmation. Je serai là. Et chers auditeurs, vous aussi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Et donc, à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.